et à toutes. C'est un grand plaisir de vous accueillir à ce webinaire Les Affaires portant sur l'automatisation des processus d'affaires. Alors, je suis Catherine David, gestionnaire de contenu pour les événements Les Affaires. C'est moi qui animerai la période de questions là, qui va se dérouler à la fin de la présentation. Donc, avant de commencer, j'ai quelques indications à vous transmettre afin d'assurer le bon déroulement du webinaire. Tout d'abord, tout au long de la présentation, vous avez la possibilité de poser des questions aux conférenciers. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton dédié à cet effet. Les experts répondront à quelques-unes d'entre elles là, à la fin de la présentation. Si vous rencontrez des problèmes techniques, je vous invite à contacter l'assistance technique de PQM en cliquant sur les icônes en bas de la page. Alors, Événement Les Affaires est ravi d'accueillir notre partenaire Kesber pour ce webinaire intitulé L'automatisation des processus, votre équation ROI tient-elle compte de l'impact sur vos équipes? Il vous permettra, entre autres, de maîtriser les facettes du changement vers des méthodes de travail automatisées et d'explorer le potentiel pour vos équipes. Ce webinaire est présenté par Kesber et animé par trois experts, donc Eric Murray, directeur de l'innovation, qui possède 18 ans d'expérience dans le développement d'applications. Il s'est spécialisé dans l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine dans les stratégies d'affaires ainsi que dans l'analyse des données pour optimiser la prise de décision, ayant suivi trois formations du MIT. Stéphanie Dupuis, quant à elle, est chef de projet TI et spécialiste en gestion de changement. Elle s'appuie sur sa certification PROCI pour guider les entreprises à travers toutes les étapes de leur transformation numérique, mettant en avant son dynamisme et sa transparence pour exceller dans son rôle de chef de projet. Et finalement, Joël Séguin, directeur des ventes et marketing. Il tire parti de son expérience de dirigeant d'entreprise pour appréhender l'utilisation et l'importance de l'intelligence d'affaires sous un angle unique. Spécialiste de la transformation numérique, il excelle à saisir les enjeux et les défis liés à l'utilisation des données comme catalyseur de changement. Alors, je suis convaincue que leur vaste expérience en matière d'automatisation des processus d'affaires et de gestion de changement pour les employés sera d'une grande valeur pour vous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Joël. Merci, Catherine. C'est bien gentil, belle introduction. Alors, merci tout le monde de prendre votre heure de lunch avec nous. On est content de vous avoir avec nous. On est aussi content pour les gens qui se joignent à nous suite à notre webinaire de l'an passé, donc qui ont assisté à notre premier webinaire sur l'automatisation, puis toutes les personnes qui se joignent à nous cette année, qui n'avaient pas entendu parler de l'automatisation encore. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Alors, qui est Kesber? Je vais commencer avec ça. Kesber, on est une firme d'experts en TI. On existe depuis 1996. Notre mission, fraîchement refaite en plus, qui cadre plus avec notre réalité actuelle. Vous la voyez à l'écran, ça dit, par notre savoir-faire collectif et l'exploitation des technologies de pointe, nous livrons des solutions TI innovantes aux entreprises afin d'optimiser la productivité de la mobilisation des équipes. Autre petit détail à propos de Kesber, nos expertises et services qu'on fait principalement. Bon, on fait du développement d'applications sur mesure, on fait de l'analyse de données. On travaille aussi avec la Power Platform de Microsoft, toutes les facettes de la Power Platform. On a aussi une offre de services TI gérés. On s'occupe des infrastructures et des solutions cloud de votre entreprise. Les secteurs dans lesquels on œuvre principalement, ce ne sont pas les seuls, mais les principaux, c'est le secteur manufacturier, la distribution, la construction, le tourisme, le gouvernement et municipalité, ainsi que les services professionnels. On a des bureaux à Magog, à Brossard et à Drummondville. Alors, avec ceci qui est dit, avançons à notre prochaine diapositive, prochaine slide. Voilà de quoi nous allons vous parler aujourd'hui, donc le déroulement de l'impact de l'automatisation sur nos équipes. Voici comment on va vous présenter ça. Au début, on va commencer avec une mise en contexte. Notre objectif étant de vous expliquer les automatisations pour les gens qui sont un peu moins familiers, que vous compreniez un peu là, de quoi on parle quand on parle d'automatisation un peu plus en profondeur. On va aussi vous amener l'équation ROI. Donc, quand on veut faire une automatisation, ça se passe en essayant de calculer un peu là, comment on va aller chercher notre retour sur investissement. Puis ensuite de ça, on va transiger
vers l'aspect humain du ROI, donc les humains qui vont vivre ces transformations-là, comment eux sont impactés. Plus spécifiquement, ensuite, on va vous parler de la gestion du changement. Et puis, à la fin, on va faire un retour là, sur les points importants de notre présentation. Alors, la mise en contexte. Qu'est-ce que c'est en fait l'automatisation? L'automatisation, à la base, c'est de confier un ensemble de tâches répétitives et ou énergivores à des systèmes informatiques plutôt qu'à des ressources humaines. Principalement, ce qu'on cherche à faire, c'est de prendre des séquences, des processus qui sont faits, puis les automatiser pour ensuite de ça donner, donner un retour sur investissement, puis pouvoir amener des ressources à faire autre chose. Ce que je vais faire à ce point-ci, je vais demander à Eric de venir vous parler un peu de certains exemples là, de tâches qui peuvent être automatisées. Comme je disais, là, pour certains d'entre vous qui étaient là l'année dernière, vous allez peut-être reconnaître certaines d'entre elles. Alors, Eric. Oui, merci Joël. Donc, dernièrement, ce qu'on a vu sur le marché quand on fait des différentes rencontres avec nos clients ou même qu'on fait de l'analyse de ce qui se passe, on a vu beaucoup d'opportunités se présenter en termes d'automatisation. Puis ce qui devient intéressant, c'est de un peu vous donner ces opportunités-là pour démarrer peut-être des idées chez vous ou déjà débuter le processus de réflexion, Joël. Donc, ici, on voit quelques exemples, puis ces exemples-là peuvent se découper aussi en sous-exemples. Si on prend la création automatique d'un plan de projet, par exemple, que vous ayez, peu importe comment vous définissez projet dans votre entreprise, donc si jamais vous avez un ensemble de tâches qui sont toujours effectuées par différents types de projets dans différents types de ressources, donc on pourrait avoir un processus d'automatisation qui permet de créer le projet de manière automatique, dont le plan de projet et aussi assigner les ressources. Donc, en utilisant différentes technologies comme Teams et Planner ensemble, on sera en mesure de créer une équipe, utiliser Planner pour créer le plan de projet et assigner les tâches aux bons individus ou groupes d'individus. Ce que ça permet de faire, c'est ici que le gestionnaire de projet va avoir une efficience dans sa gestion, donc va avoir plus de temps à mesurer, préparer et planifier la suite du projet. Ensuite, on va voir beaucoup ce qui est des déclencheurs, donc déclenchement de processus. On va parler d'envoi d'alerte. En termes d'alerte, il y a un sens très large à ce que ça peut être. Ça peut être, on peut parler d'une machinerie avec, mettons, du IoT qui a un senseur, qui a un problème. Donc, on va émettre une alerte, on capte l'alerte. Après ça, on peut déclencher un processus de validation ou de maintenance, par exemple, quand on parle à la machine, mais une alerte peut être aussi un courriel. Ça peut être une alerte qui provient d'un serveur. Par exemple, si vous avez dans votre entreprise encore des serveurs sur site, on peut faire des écoutes d'alerte qui vont faire que si jamais vous avez un serveur qui tombe hors contexte ou hors performance, il va envoyer une alerte, on va pouvoir déclencher. Donc, on devient beaucoup plus proactif à faire les travaux qu'être réactif de dire, ben là, quelqu'un vient de se manifester qu'on a un problème. Ce que tu dis dans le fond, Eric, c'est n'importe quoi peut être une alerte. Là. Soit un courriel qui dit demande de soumission, ça peut être considéré comme une alerte, ça déclenche un processus, tout comme n'importe quoi dans une entreprise qui envoie un signal, finalement. Exactement. Ça peut même aller jusqu'à un texto. Si vous avez des fois des gens aux ventes, par exemple, qui recevraient un texto d'un client, on pourrait déclencher un processus de suivi d'action avec notre client. D'autres éléments qu'on voit aussi souvent, c'est l'efficience personnelle. Donc, même si on sort un peu du contexte des processus d'affaires, les gens, de manière personnelle, veulent être plus efficaces. On en reçoit des tonnes de courriels. On est à l'ère du courriel, donc tout est envoyé par courriel, que ce soit juste une note, un document ou pratiquement, on communique majoritairement par courriel. Donc, imaginez qu'on sera en mesure de faire de la classification automatique des documents reçus par courriel. Ce que ça peut amener, c'est que chaque individu devient plus performant dans son encadrement de travail où on va prendre le document, on va le classer dans une structure, puis ou archiver dans une structure. Imaginez la performance au niveau de la recherche quand vous savez de manière automatique que votre courriel se place à un endroit spécifique, peu importe le type de structure. Maintenant, votre recherche devient efficace. Donc, quand vous dites, je sais que j'ai reçu cet élément-là, c'est où? Ben maintenant, on sait c'est où. Puis après ça, on peut ajouter un outil de recherche par-dessus ça qui permet de dire, ben, je vais chercher un mot. Si on prend la technologie de Microsoft comme Copilot qui s'en vient, on va pouvoir utiliser Copilot pour chercher dans notre structure documentaire puis de sortir les documents qu'on a besoin. Puis vient aussi avec ça l'autre partie qui est la complétion automatisée de documents. Donc, par exemple, on va prendre un exemple chez nous.
on a un processus qu'on appelle l'après-vente. Donc, quand notre équipe de vente a besoin d'un spécialiste pour discuter avec le client, pour s'assurer qu'on a les bons besoins, pour les bonnes technologies pour lui. Donc, le représentant va remplir un formulaire qui, lui, ce formulaire-là, va venir remplir un fichier de suivi de manière automatisée. Donc, on évite de retaper l'information d'un endroit à l'autre. Et par-dessus ça, on utilise aussi notre système ERP qu'on a ici pour la gestion de nos clients, aussi des travaux. On peut récupérer l'information historique du client et le ramener dans le rapport. Comme ça, quand on prend le rapport, on a l'historique complet du client, on a la situation actuelle et on part avec ça avec une source solide. C'est super intéressant, ce morceau-là. Je veux juste faire un petit peu de pouce là-dessus. Complétion automatisée de documents. Imaginez une demande de soumission qui s'auto-complète par elle-même. Il reste juste certains morceaux à finaliser, mais pour certaines entreprises là, qui reçoivent beaucoup de demandes, ça peut vraiment être absolument génial. Donc, je vais passer à la prochaine slide. Éric, dans le fond, ici, là, ce qu'on a devant nous, c'est un exemple d'une demande d'approbation automatisée. Là, les demandes d'approbation, tout le monde a ça sensiblement dans les entreprises, là, que ce soit des demandes de vacances, des demandes pour obtenir de l'équipement ou des choses comme ça. Ici, on l'a décortiqué un peu, puis j'aimerais ça que tu nous en parles. Oui, dans le fond, on voulait vous montrer un peu différentes étapes ou des éléments qu'on pourrait considérer automatisés. Souvent, on va avoir un concept d'automatique que tout se fait de manière automatique, mais dans certains cas, on a besoin d'intervention humaine malgré tout. Donc, ce qu'on voit ici, comme un peu je le dire, il y a différents exemples d'approbation. Donc, on peut parler de vacances, on peut parler de temps supplémentaire, on peut demander des demandes d'achat. Dans certains contextes manufacturiers, on doit acheter une nouvelle machine ou on doit acheter de la matière première et l'importer de l'Italie, par exemple. Donc, il y a vraiment des frais beaucoup plus élevés. On fait une demande d'approbation. La demande d'approbation en tant que telle pour avoir différents modèles ou différentes présentation. Donc, on pourrait parler d'un formulaire SharePoint ou Microsoft Form. Ça peut être un document Word typique, ça peut être un Excel, PowerPoint, un PDF. Il y a une panoplie de points d'entrée possibles pour une demande d'approbation. Donc, une fois que le formulaire a été rempli ou le document déposé, il y a un courriel qui est envoyé à l'approbateur de premier niveau, si on peut dire. Donc, la personne, soit le gestionnaire, soit celui qui s'occupe des achats, celui qui s'occupe des transports ou tous ces éléments-là. Donc, le système va envoyer la notification comme quoi on a besoin d'une approbation pour aller de l'avant. Le système va aussi vérifier est-ce que ça a été fait dans un délai qui a été identifié. Par exemple, une demande d'achat de matériel de type matière première pour produire un lot de produits, ben souvent, on va vouloir que ce soit approuvé vite pour qu'on puisse produire le plus rapidement possible pour qu'on puisse satisfaire les demandes de nos clients. Donc, le système va vérifier, va dire OK, ça fait 2 heures que la demande d'achat a été soumise, aucune approbation n'a été faite, on fait un rappel au gestionnaire. Imaginez que là, le temps se passe, on arrive à 4 heures depuis la demande, aucune action n'a été prise. On peut soulever l'approbation au niveau supérieur, d'aller à un autre individu, et le système peut escalader comme ça pour s'assurer que ça soit approuvé dans les délais que vous êtes fixés. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est si ça a été approuvé, c'est la fin de la tâche, on a complété le processus. Sinon, on envoie des rappels à des fréquences définies selon votre situation réelle. Merci, Éric. Donc, la première partie qu'on vient de faire, c'est quand même relativement court. Là, on voulait faire un survol pour peut-être pour vous mettre dans le bain un peu, puis lancer des idées sur qu'est-ce qui peut être automatisé. Mais ultimement, gardez en tête que si vous avez des processus informatisés, tous ces processus-là, c'est possible de les étudier puis de voir s'ils peuvent être automatisés. Ben, suite à ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est de comprendre, mais c'est quoi mon retour sur investissement? Je vais investir, on va faire le projet ensemble. Ensuite de ça, on va gagner des choses, on va gagner du temps, on va gagner différents aspects. Ça, on ne le fait pas pour rien. Ça fait la suite de la présentation à ce moment-ci, ce qu'on va vouloir faire, c'est vous expliquer un peu comment on regarde le retour sur investissement quand on fait ce type de projet-là. Avançons un peu ici pour voir comment je vous dirais que la perception des gens généralement se fait autour du ROI. Éric, je vais te demander un peu de nous expliquer les points qui sont mentionnés là, sur cette présentation-ci, cette Oui. slide-ci. Dans le fond, ce qu'on voulait faire ici, c'est de s'assurer qu'on a une compréhension commune de ce qu'est le retour sur investissement. Des fois, des gens qui sont à l'écoute sont un peu moins familiers avec les principes. Donc, le retour sur investissement, c'est un calcul qui permet de mesurer le temps nécessaire pour récupérer notre investissement. Donc, le retour sur investissement. Normalement, ce qu'on va voir de manière générale est un peu
summariser ici, là. On va aller chercher notre investissement, notre coût d'investissement, combien qu'on a dû mettre de l'argent en capital pour pouvoir acquérir ou mettre en place le tout, et les frais d'opération. Donc, combien que ça nous coûte pour opérer ce changement-là. Après ça, ce qu'on va aller mesurer, c'est notre gain de temps. On va dire sur une période déterminée, par exemple, on va dire par mois. Donc, on va aller chercher un gain de temps par mois en termes d'efficience, tant de ressources humaines que ressources matérielles. Pour ça aussi, on va aller chercher l'économie en frais de matériel qu'on peut avoir par mois. J'ai des exemples où ce que, par le passé, les gens d'assurance qualité avaient un petit pad de notes en papier qui prenaient des notes pour chacun des lots de production. Ils venaient porter ça. Donc, ce paquet de papier-là n'est plus à acheter. Donc, on vient récupérer des frais de matériel. Mais un des points au niveau de l'automatisation de processus, il y a des éléments qu'on ne va pas toujours regarder ou on va peut-être omettre par le fait qu'on on sait pas qu'on peut mesurer le tout. Ben, Donc, justement, c'est là qu'on en parle, puis c'est là que ça devient qu'on va voir l'envergure de la chose. Fait que, à toi, Eric, là, parle-nous de ce volet-là. C'est vraiment intéressant, cette façon-là de voir le retour sur investissement. oui. Donc, dans le retour sur investissement, il y a aussi un élément où on vient, dans l'automatisation du processus, on vient éliminer et améliorer notre gestion d'erreurs. Donc, on élimine les erreurs potentielles par le fait que si, par exemple, on prend une commande, on doit la retaper manuellement, on a un risque d'erreur qui vient d'être retiré par l'automatisation de processus. Et on permet aussi de gérer les erreurs. Tantôt, je parlais, par exemple, du fait que l'approbation n'a pas été faite dans le délai initial. C'est une erreur de dire qu'on n'a pas fait. Donc, on va soulever le tout pour accélérer le processus, s'assurer que ce soit approuvé dans un délai qu'on s'attend maximal. Donc, on permet une gestion des erreurs considérées oubliées. Donc, ces éléments-là, dans un ROI, on ne va pas nécessairement les quantifier au début parce ça va être plus difficilement mesurable, mais reste que c'est mesurable par la suite. Mais ces éléments-là viennent assurer, on va dire, une crédibilité au niveau des clients. Donc, il y a moins d'erreurs qui sont reçues chez le client, il y a moins de retours entre le client et le fournisseur pour dire, ben là, j'ai eu des problèmes, ça n'arrive pas, ou une erreur sur la valeur du projet ou la valeur du produit. Donc, on vient vraiment réduire tout ça, on augmente notre crédibilité. Après ça, l'augmentation des résultats avec le même coût d'opération. Donc, si on se met une prémisse de dire, on a le même coût d'opération, mais on est plus efficace. Donc, on va augmenter nos résultats. Puis des titres d'exemples qu'on peut voir, c'est je suis capable de faire plus de la même chose dans le même temps que j'avais avant. Donc, on peut produire plus d'unités. Ou, par exemple, dans un contexte de soumissionner des projets, on est capable de soumissionner plus de projets pour la même équipe de soumission qu'on avait en place, parce qu'on est plus efficace. Donc, on va vraiment chercher des chances d'augmenter nos résultats. Ces éléments-là, on peut les mesurer, mais seulement après que le tout a été fait. Donc, déjà, au premier élément, première fois qu'on commence à rouler un nouveau processus automatisé, on va voir des résultats, on va pouvoir commencer à les quantifier. Ce qu'il va faire, c'est que notre calcul en rue va s'ajuster et notre délai va se rapetisser puisqu'on voit déjà des gains dans les premiers mois. Mais on ne peut pas nécessairement toujours anticiper les éléments d'avance, que ça va être quoi le pourcentage d'augmentation de résultats. Puis après ça, à partir d'ici, il y a un point qu'on oublie, l'humain, l'impact humain de le changement de processus. C'est quoi l'impact sur lui? C'est quoi qui va venir amener au ROI? Puis, Stéphanie, je sais que c'est ce que tu adores le plus dans tout ça. J'aimerais ça que tu t'adresses les points d'impact humain dans la variable du ROI. Absolument. Donc, vous voyez le point 3 à 6, c'est toutes dans le fond, des variables du ROI qui sont en lien avec l'humain. Donc, c'est sûr que lorsqu'on a un employé qui est réaffecté à des nouvelles tâches, on peut l'affecter à des tâches là, à valeur ajoutée, des mobilisatrices qui le font participer dans le succès de l'entreprise. Donc, ça, c'est super stimulant pour l'employé. Puis, un employé qui est stimulé, il est plus productif et plus performant. Éric l'a mentionné tantôt, avec le même nombre de ressources, le même nombre d'employés, si on les réaffecte à certaines tâches, on est capable de produire plus aussi avec les mêmes individus. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et il y a un impact autre que les employés, c'est l'impact client. Donc, si on est capable d'aller plus vite,
faire moins d'erreurs. Au global, on améliore la qualité de notre travail pour notre client. On solidifie notre relation d'affaires avec lui. Et c'est lorsqu'on a un lien solide là, avec notre client qu'on est capable de vendre une petite phase 2, de vendre un autre projet. C'est là que notre nom se passe dans l'industrie et qu'on peut avoir des référencements et venir là, rentabiliser notre investissement. J'aime beaucoup ce que tu dis, Stéphanie. L'humain dans cette équation-là, il est souvent oublié. Eric l'a nommé tantôt. Tu t'en reparles de ça. Puis l'expérience nous l'a clairement démontré là, que c'est beau là, d'arriver avec un projet informatique, quel qu'il soit, peu importe. On parle d'automatisation aujourd'hui. Euh, Puis on va continuer avec la discussion autour de l'automatisation. Mais souvent, on oublie comment les gens vont être impactés par ces changements-là. Puis, oui, vas-y, Stéphanie. Oui, puis le ROI, on le calcule sans s'en rendre compte en lien avec l'humain parce que on prend pour acquis qu'une fois qu'on a livré l'automatisation, les gens l'utilisent et l'adoptent. C'est pris en compte dans le calcul, mais si on n'a pas investi dans le volet humain, au final, on n'est pas garanti qu'ils vont l'adopter. C'est là l'importance là, d'impliquer la gestion du changement puis d'investir là-dedans aussi. Oui, exact. Eric, on va regarder le processus automatisé, mais d'un point de vue de gestion du changement. Donc ici, je te laisse nous présenter ce qu'on voit à l'écran. Ouais, juste avant d'embarquer là-dedans, j'avais oublié un petit point par rapport au ROI. Il y a des éléments, je disais que c'est un peu plus difficile à calculer en avance, mais sachez qu'après le premier, vous allez acquérir de l'expérience sur comment mesurer cet impact-là par la suite. Puis avec le temps, on va avancer, que vous allez avoir votre formule pour ces éléments de changement-là et pouvoir mesurer en ROI. Donc, vous allez commencer à anticiper d'avance le tout. Donc, l'exemple qu'on a ici, puis on veut le regarder d'un point de vue gestion de changement, mais prenons un peu à la base. Ici, on est dans une situation de cédule de production. Donc, typiquement, ce qu'on va voir, c'est que le directeur de production va venir faire l'assignation de tâches, la gestion des horaires, quelles ressources. Puis ici, quand on parle cédule de production, vous voyez là, au sens large, ça pourrait être une production manufacturière, tout comme ça pourrait être la production de services ou rendre des services. Chez nous, en développement d'applications sur mesure, par exemple, on a le même principe d'une cédule de production et c'est gérer les tâches et les ressources avec leur horaire. Donc, si on vient prendre un concept un peu plus élargi, mais ici, là, on regarde plus le côté production manufacturière. Donc, on voit ici qu'on parle de la direction du directeur de production et l'équipe de production en tant que telle, où est-ce qu'on va venir faire un processus automatisé de la gestion de la cédule de production. L'idée ici, c'est de permettre à ce que le système puisse suggérer la meilleure cédule possible en termes d'efficience, en termes de gestion des priorités de ce qu'on veut produire, la gestion de la matière première, la gestion des maintenances, la gestion des performances en tant que telle. Donc, globalement, le système va venir proposer une cédule qui permet d'être beaucoup plus efficace et de produire des fois plus même avec l'équipe qu'on a, mais aussi ça vient réduire le temps de travail du directeur de production qui va pouvoir maintenant, au lieu de gérer la cédule, va pouvoir plutôt développer son processus de production, développer son équipe, développer des nouveaux produits. Parfait. Donc, vas-y. Ah, vas-y. Non, vas-y. Ben, je vais juste peut-être, je prends une seconde pour dire aux gens, juste pour qu'ils puissent amener ça relativement à leur domaine, qui est comme tu l'as mentionné, là, nous, on parle de cas manufacturier, mais c'est vrai dans tous les domaines. Là, on veut sortir une nouvelle campagne manufacturière, une nouvelle campagne marketing. Puis, ben, au départ, il faut tout gérer cette production-là. Il y a quelqu'un qui prend en charge comment on va faire chacune des étapes. C'est vrai pour un processus financier, c'est vrai dans tous les domaines, ce que tu dis, en fait. Je voulais juste amener que je veux que les gens puissent le voir dans leur milieu. Ouais. Puis, si on regarde le changement, l'automatisation de la cédule de production, normalement, ce qu'on va voir, c'est le directeur de production avec son équipe qui est impacté. Mais en réalité, si on regarde tout ce qu'on vient de parler des autres variables à ROI, on va voir quelque chose de plus gros, de plus explosé de les gens qui sont impactés ou les équipes qui sont impactées. Donc, si on regarde au niveau vous allez voir à l'écran beaucoup d'éléments qui sont affichés, mais si on repart du point central qui est l'automatisation de la cédule de production, vous voyez que ça impacte beaucoup plus de gens ou de processus à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ces éléments sont à tenir compte. Donc, typiquement, on va voir au niveau de l'équipe de production un gain en efficacité. C'est sûr, on va être meilleur en termes d'éléments de travail,
Donc, on va réduire peut-être, si on prend, mettons, de la machinerie, on va réduire le temps de changement d'outils, de calibration des outils, ou dans un contexte plus, par exemple, en service, on va éviter que les gens passent d'un projet à l'autre, puis il y a tout le temps un élément de zone tampon où ce que la personne va prendre un temps de sortir de son projet pour entrer dans l'autre. Donc, on va gagner en efficacité. De l'autre point de vue, ça va aussi affecter l'équipe finance dans les analyses financières, puisque avec le changement qu'on vient de faire, on se permet d'augmenter les revenus et de réduire les coûts de travail. Donc, on produit plus avec les mêmes coûts d'opération en tant que tel, sauf qu'on est plus efficace. Donc, notre coût, on perd, quand on parle aussi de réduction de coûts, on va parler aussi au niveau de l'inventaire, on a moins de pertes de matières premières, par exemple, parce qu'on vraiment, on vient focusser le tout. Ça amène à la partie inventaire. Donc, notre inventaire est optimisé. On n'a pas besoin de garder des stocks de plusieurs choses pour dire, ben, si jamais on doit faire ça. Non, la cédule est optimisée en conséquence de la matière première qu'on a pour augmenter notre capacité de production. Et par-dessus ça aussi, ça, de l'autre côté, l'inventaire, c'est le produit fini, par exemple. Dans un cas de produit fini, on ne vient pas accumuler un inventaire de produits finis parce que c'est pas la priorité, parce on les a fait. Donc, l'inventaire, tant en matière première que l'inventaire en produits finis, vient être optimisé. L'équipe de maintenance. Donc, quand on a une production qui est automatisée, puis on voit des éléments de détérioration de notre infrastructure ou ce qu'on doit faire une maintenance, l'équipe de maintenance tombe en mode préventif et non en mode urgence. Ce qui est beau dans tout ça, c'est que le mode préventif, on peut se faire un plan, comment on va adresser le tout, réassigner les chemins critiques à travers l'entreprise, soit les processus de production, mais aussi à nouveau, quand on est en mode urgence, on fait les affaires beaucoup plus rapidement, on tente de ramener la production à un rythme normal, ce qui fait qu'on peut amener des risques d'erreur et surtout dans des cas, mettons, de machinerie, des risques de blessures parce qu'on essaie de faire les choses trop vite. Après ça, un autre côté humain, c'est l'impact au niveau des ventes et de la clientèle. Donc, on vient permettre un plus grand volume de ventes. Donc, l'équipe de vente peut vendre plus. On s'entend que ça les rend beaucoup heureux. Puis après ça, ben, ce côté-là vient se transmettre au niveau des clients. Donc, les clients sont beaucoup plus satisfaits parce que la production, les produits arrivent beaucoup plus rapidement, sont toujours de bonne qualité, puis on peut leur remettre plus rapidement. Puis quand ils en prennent plus, ben, on est capable de subvenir à cette demande-là. Et en dernier lieu, l'employé en tant que la ressource humaine. Imaginez que vous êtes quelqu'un qui travaille sur une machine, que devez ou même en mode service, et à toutes les heures, vous devez arrêter votre machine, changer des outils ou changer de projet, à quel point ça peut être démotivant. Donc, dans ce cas-ci, quand on a une cédule optimisée, on arrive à avoir plus de motivation, on sent qu'on participe beaucoup plus au succès de l'entreprise. Après ça, on vient aussi réduire notre stress. Puis on sait qu'un stress, ça peut amener à des arrêts maladie de quelconque manière. Ben, Donc, vas-y. ouais, ben là, ce que tu exprimes là, dans le fond, les gens entendent et voient les départements, tu nommes les départements puis les actions. Moi, je regarde Stéphanie, puis je la vois. Elle est en train de voir chacun des humains dans ces départements-là. Puis là, c'est là que son intervention va venir faire le pont avec les processus de gestion de changement. Parce que chaque chose que tu as nommée, Eric, ultimement, on parle d'un humain qui, lui, son poste se transforme. La personne aux finances a plus de revenus, moins de coûts, mais ma façon de calculer peut être modifiée. Puis on pourrait faire le tour de ce cercle-là, puis de se dire, ben, chaque personne dans chacun de ces départements-là va voir ses habitudes bousculées. C'est ce qui fait que la vision de Stéphanie, je la vois qui est prête à venir nous faire la connexion avec les humains. Fait que Stéphanie, Oui. on va passer. Tu peux nous donner ton point de vue là-dessus? Ben oui, moi, c'est de la musique à mes oreilles, vous entendre parler. Là. Je vois qu'il y a un travail qui a été fait, puis on n'est pas tombé dans le panneau de dire on fait un changement, une optimisation de l'équipe de production, puis qu'on reste en silo. On voit que ça a des impacts sur tout le monde. Fait qu'on commence l'analyse d'impact en gestion de changement. Donc, ça, je suis contente. On regarde aussi là, l'analyse des parties prenantes, que ça a touché plusieurs individus. On voit que c'est le côté analytique de Eric là, qui ressort ici. Mais c'est important de comprendre comment ce qu'on fait dans notre département affecte les autres parce qu'on peut se ramasser là, au Go Live. On a tout automatisé notre cellule de production. Puis là, l'inventaire n'a pas été mis au courant, se ramasse avec une grosse accumulation. Puis là,
il y a du chialage qui se fait dire hey, là, vous auriez pu nous avertir, là, l'équipe de vente ont pas assez vendu, qu'est-ce qu'on fait avec tout le stock? Ça crée des enjeux. Donc, on veut que ça se passe bien au Go Live, on veut que ça soit dans l'harmonie, la paix, la sérénité. Ben, si on l'a bien planifié et qu'on y a réfléchi, ça l'aide. Donc, la musique à mes oreilles, les gars, d'entendre tout ça. Ben, parfait. Puis pour parler de musique, je vais nous envoyer à la prochaine slide. Puis j'aimerais ça, Stéphanie, que tu nous expliques un peu les grands processus derrière la gestion du changement. Comment que ce qu'on vient de nommer, euh, c'est quoi la structure que tu appliques pour comprendre que tu dois procéder pour faire chacune des étapes d'accompagnement qu'on fait lors d'un processus de gestion de changement? La gestion du changement, dans le fond, elle s'intègre dans les pratiques d'entreprise de gestion de projet. Donc, en même temps qu'on fait l'analyse avec nos analystes, ben, on a aussi notre gestionnaire du changement qui est en train de faire la démystification du changement puis d'essayer de comprendre comment ça va impacter tout le monde. Une fois qu'il a fait ce travail-là d'analyse, de démystification, c'est là que le gestionnaire du changement, il peut s'asseoir avec son gestionnaire de projet puis lui dire, ben moi, j'ai identifié X, Y, Z actions à mettre en place, puis je veux l'insérer dans ton plan de projet, puis je veux que toi, gestionnaire de projet, tu me dises quand est-ce qu'on intervienne, puis qu'on coordonne là, tout ça, puis qu'on travaille en équipe harmonisée. Lors de la mise en œuvre, c'est là qu'on va réaliser les actions. Puis des actions GDC, là, ça peut être des actions de communication, de lancement du changement, de mettre en place un mécanisme de récolte des préoccupations. Ça peut être là qu'on fait des ateliers d'adhésion, de compréhension. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises. Ça dépend vraiment du projet. D'ailleurs, tantôt, je vais vous proposer quelques actions à mettre en place là, pour vos projets d'automatisation. Et juste avant de se lancer en production, de faire le go live, on essaye là, 7 jours avant de faire une formation, de rendre les gens habiles à utiliser l'automatisation. Puis là, je dis formation, mais il y a plein de techniques utilisées. Là. Ça peut être le pairing, le coaching. On peut y aller avec une démo, un atelier, des exercices. Il y a vraiment toutes sortes de méthodes là, qui peuvent être explorées là, pour s'assurer qu'au final, les employés sont confortables à utiliser l'automatisation. À la Euh, fin du... Oui, oui, non, vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. à la fin du projet, on arrive à la clôture, puis c'est là qu'on fait le transfert aux opérations. Puis quand on transfère aux opérations, on veut leur donner un beau cadeau, puis qu'ils ne soient pas surpris que l'équipe projet reparte, puis qu'ils sont un peu stressés, tout est pas bien corté. Fait qu'on se fait une checklist là, de dire, hey, on a revu le processus, la cédule de production. Fait qu'est-ce qu'il y a un document qui le soutient, puis auquel on va pouvoir se référer si on a des questions. Est-ce qu'on a pensé à nos nouvelles embauches aussi là, dans quelques temps qui vont arriver? Est-ce qu'ils vont être familiers avec le nouveau processus ou non, ils vont utiliser ce qu'ils connaissaient dans leur ancienne vie? Donc, on se fait là un plan de transfert aux opérations, puis on se cédule un meeting 2 semaines, 3 semaines, un mois après là, le go live pour regarder avec les équipes, est-ce que vous l'avez adopté l'automatisation? Est-ce que vous l'utilisez ou non finalement? Moi, je continue de contacter Jean-Mathieu quand j'ai besoin de ça. C'est plus simple, puis je vais garder mes vieilles pratiques. Et ça ressemble à ça, le flow. On est là vraiment de Ouais. A à Z. Là. Ben, ça met en lumière l'importance. Puis, en tout cas, j'espère que pour les gens, là, ça vient aussi mettre en lumière l'impact qui, à la base, c'est quelque chose qui peut paraître relativement simple, automatiser une tâche. Regarde, il y a 8 étapes, puis on prend ces étapes-là, on les met dans un processus automatisé, puis that's it, c'est fini. Mais c'est tellement beaucoup plus que ça. Euh, je vais nous amener à la prochaine slide où est-ce que tu vas parler surtout de l'étape de démystification. En même temps, juste d'en parler, ça vient démontrer l'ampleur de comment les humains vont être impactés. C'est ce qu'on essaie de vous démontrer à travers toute cette présentation-là. Ce n'est jamais aussi simple qu'on s'imagine. Puis il y a certaines organisations qui nous écoutent, qui sont peut-être des grandes organisations, qui ont des départements de gestion de changement, qui sont déjà sensibles à ça. Mais vous êtes peut-être aussi dans une organisation qui est un peu plus petite, puis qui n'était pas nécessairement au fait de ces pratiques-là. Donc, l'explication que tu vas faire, Stéphanie, autour de la démystification, là, je pense que c'est vraiment une mise en lumière de ce qui se passe là, dans une organisation qui fait cette transformation. Je te laisse nous le présenter. Oui.
Ça, si je remets en contexte, démystification du changement, on est vraiment dans l'analyse, on est dans l'avant-projet de comprendre dans quoi on s'en va. Puis je vais vous proposer 3 tâches à faire dans cette compréhension-là du changement. Donc, la première, c'est la synthèse du changement. Dans la synthèse du changement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On répond aux questions, c'est quoi notre projet d'automatisation? Pourquoi on le fait? Puis pourquoi on le fait maintenant? C'est quoi l'urgence d'agir maintenant? On définit comment on va s'y prendre, les highlights, les grandes étapes, puis on finit avec les bénéfices attendus pour l'entreprise. C'est tout, c'est simple, mais Et complexe en même temps. c'est exactement parce qu'on ne veut pas juste répondre aux questions. Ce qu'on veut, c'est de créer une compréhension uniforme de tout le monde du projet. Donc, c'est pas vrai qu'une fois qu'on a répondu aux 5 questions, c'est fini. On veut s'asseoir dans une salle avec le beau tableau d'Éric tantôt, toutes les personnes qui sont impactées, puis on veut qu'il y ait toute la même compréhension du projet pour gérer les attentes, s'assurer qu'eux aussi, ils voient les mêmes bénéfices, qu'ils comprennent c'est quoi l'impact qu'il va avoir sur leur groupe. Puis les dirigeants, les directeurs là, qui auront participé à cette discussion-là pourront sortir avec un discours ascenseur, une synthèse du changement qu'ils pourront aborder là, avec leurs équipes. Comme ça va préparer les gens au changement, ça va les engager très rapidement dans le processus et ça va permettre de prendre des décisions éclairées en cours de projet qui tiennent compte de tout le monde. Donc, étape super importante là, qui se fait là, uniquement dans le discours et on ne peut pas le faire autrement. Ce n'est pas avec un courriel qu'on est capable de bien comprendre et avoir toute la même vision. Une fois que ça c'est fait, on peut aussi faire une analyse des parties prenantes. Donc, dans l'analyse des parties prenantes, c'est de bien comprendre qui est impacté, qui doit faire son travail différemment. On veut anticiper les réactions de ces gens-là pour s'assurer qu'on a des actions proactives là, et gérer les risques de ces réactions-là. Et là, je m'adresse à une gang de personnes qui s'est inscrite à un webinaire d'automatisation. J'assume que vous trouvez ça comme un petit peu le fun d'automatiser, puis brillant. Puis je pense que vos équipes, quand vous allez en parler, le premier réflexe, c'est de dire wow, c'est super, allons-y de l'avant, ça va être assez positif. Les préoccupations, les réticences que les gens vont avoir vont être plus tard. Ils vont être quand ils vont devoir commencer à changer leur comportement, puis dire hey, moi, le vendredi matin, je prenais mon café, j'étais relax, j'entrais mes données, je me mettais de la petite musique, puis là, oh, je le perds, ce petit moment-là. Ou de dire ah, un ordinateur va venir faire ma tâche. Je ne suis pas sûre que je fais confiance à ça. Moi, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Moi, je le sais que je le fais bien. Ça fait 7 ans que je le fais bien, puis j'apporte ma couleur. Fait que les préoccupations des gens vont venir avec le temps. Puis en leur en parlant rapidement, en les engageant dans le processus, ça l'aide beaucoup là, à réduire là, les résistances. Puis je veux donner aussi un truc à tous les dirigeants d'entreprise, les gens qui souhaitent proposer un projet d'automatisation là, dans leur département ou dans leur entreprise. Quand vous impliquez rapidement les employés, puis que vous les mettez dans la loupe, vous créez un sentiment de confiance. L'employé va se dire, hey, quand il essaie de mettre quelque chose en place dans son entreprise, il pense à moi, il pense à mon bien-être, puis il veut faire quelque chose qui fonctionne. Oui, je veux suivre ce gestionnaire-là, puis je vais embarquer quand tu vas vouloir parce que je sais que tu as mon bonheur à cœur. Fait que de réfléchir, prendre un moment, s'asseoir, réfléchir aux individus, l'impact, leur réaction, c'est très, très important. Dernier point, l'analyse d'impact. C'est ici de comprendre et d'énumérer les impacts sur tous les départements, tous les processus, les outils, et de les lister. Il y a sûrement des gains de compétences qu'on doit faire au niveau de certaines ressources, peut-être que des modifications physiques qu'il faut faire, des changements organisationnels, ça peut être toutes sortes d'impacts. Donc, de les analyser, de les lister et de s'assurer que dans le plan de projet, avec notre gestionnaire de projet, il y a toujours une tâche qui est en lien avec l'impact, que ce soit modification du document, d'ajout de nouvel employé si on est tellement efficace, ou révision là, du processus de production, révision
euh, formation pour un gain de compétences. Donc, c'est vraiment de s'assurer qu'il y a une tâche associée à chacun des impacts. Et ça va éviter là, que, en cours de projet, il y ait quelqu'un qui dise, ben là, vous m'avez pas dit que vous faisiez ce projet-là. Moi, ça vient, il faut tout que je change tous mes documents. Là, vous auriez pu me le dire d'avance. Tu sais, puis qu'il y a un sentiment négatif, puis quelqu'un qui vient être réticent par rapport à ce que vous proposez. Et je vais en profiter. Ce que tu dis là, c'est un peu comme des devoirs, des to-do au moment où est-ce que les gens veulent commencer à amorcer un changement. Je vais profiter de ce moment-ci avant de passer à la prochaine slide pour dire aux gens qui nous écoutent, dans les prochaines semaines, vous allez recevoir un outil de démystification qu'on va vous transmettre, qu'on va vous envoyer. En fait, ce que Stéphanie nous présente ici, on l'a synthétisé dans un document qui est quand même relativement simple, qui pourra vous permettre d'amorcer les projets que vous avez en tête dans votre entreprise. Ça va peut-être vous rendre la tâche un peu plus simple. Parce que là, je voyais pendant que tu parlais, probablement qu'il y avait des gens qui se prenaient des notes, mais ça, on va vous rendre ça un peu plus facile. Fait que je vais passer à la prochaine slide. Stéphanie, justement, en tant qu'experte, je pense que tes conseils sont d'une grande valeur. J'aimerais ça que tu nous présentes ici ce que tu avais mis comme certains conseils importants à mentionner. Exact. Je pense à la mise en œuvre, dans le fond, la question que je me fais souvent poser, c'est oui, mais comment ça va être quoi des actions GDC? Comment je mets ça en place? Donc, je vous en donne 2 ici, 3 même en fait. Donc, le premier, d'identifier des champions du changement. Donc, ici, on veut regarder dans vos départements de groupes impactés, qui est-ce qui a de l'influence sur vos groupes? C'est pas nécessairement le gestionnaire, la personne qui a le plus d'expérience, plus de seniorité. C'est quelqu'un, c'est pas non plus la personne qui parle le plus fort ou qui a toujours quelque chose à dire. C'est la personne que quand elle parle, les gens la regardent et font oui, OK, je suis d'accord. Puis qui a de l'influence sur son groupe. Donc, d'identifier ces gens-là dans les groupes impactés et de les impliquer rapidement dans le processus. Donc là, on automatise un processus. J'aimerais que vous organisiez un atelier avec l'ensemble des groupes impactés et qu'on regarde c'est quoi le processus actuel. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Puis c'est quoi les portions là-dedans qu'on veut automatiser? Le fait de les impliquer dans le processus, ça les permet de donner leur couleur, puis de dire, moi, là, je fais vraiment bien ma job, puis à chaque fois, je fais une double validation à ce niveau-là. OK, ben, je vais m'assurer que dans le processus automatisé, on le fasse aussi. Fait que ça permet d'enlever les craintes, les préoccupations qui puissent donner leur couleur, puis s'assurer que ce qu'ils font est reflété dans le changement que l'organisation leur impose à leur groupe. On va garder aussi ces employés-là en cours de projet lorsqu'on va être rendu au test, que ça soit en mode waterfall, agile, qu'il y ait une multitude de tests, peu importe. On veut qu'ils testent et s'assurer, hey, quand tu fais cette portion-là du travail, on l'a automatisé, maintenant, peux-tu le regarder? Ah oui, ça marche. Je l'ai fait une couple de fois, ça fonctionne, j'ai pas besoin, j'ai confiance en fait en ton bidule informatique là, que tu as mis en place pour moi. Donc ça l'aide, c'est une très bonne pratique et je vous conseille de faire ces 2 exercices-là. Sinon, au niveau de la cueillette des préoccupations, je vous conseille de déjà organiser de manière officielle, planifiée, au minimum 2 rencontres, une au tiers du projet, une aux 2 tiers du projet, de s'intégrer dans les meetings hebdo, mensuels avec les équipes impactées pour aller chercher leurs préoccupations. Puis le but ici, c'est pas de donner un suivi de projet, de dire on est rendu là ici dans le projet, c'est vraiment de regarder avec eux comment vous vous sentez par rapport à l'automatisation. C'est quoi votre plus grande préoccupation? Est-ce qu'il y a des éléments qu'il faut prendre en compte que vous pensez qu'on n'a pas pris en compte? Donc, c'est d'aller chercher leur feedback et d'adresser là, les points de préoccupation avec eux rapidement. Puis même si on n'a pas les réponses maintenant, de leur dire hey, je te reviens à telle date, puis de revenir sur sa parole et de réellement revenir à telle date avec la correction. Donc, en gros, ayez des discussions récurrentes avec vos employés. Il faut savoir comment ils se sentent dans tout ça. Finalement, mon dernier point, je vais vous parler de la formation. Donc là, vous me direz, mais là, Steph, on fait une formation sur un retrait de tâches. Qu'est-ce que tu vas bien leur expliquer? C'est très important, la formation, même dans l'automatisation de processus, parce que justement, une crainte de vos meilleurs employés, ceux qui ont vraiment à cœur de bien faire les choses, c'est de dire, moi, je suis expert dans mon domaine, je sais comment le faire, je fais telle validation, est-ce que je peux faire confiance à ton
une automatisation parce que s'il y a une erreur qu'il va faire une fois, là, oh, moi, je vais continuer à faire mes anciennes pratiques. Fait qu'on veut retirer cette crainte-là. On peut le faire à travers une démonstration synthétisée, parce que ça peut être compliqué, là, les flows informatiques, là, mais on peut faire une démonstration synthétisée aux employés. On peut y aller sous forme d'atelier ou d'exercice où ils testent à multiples reprises dans des cas d'erreur ou particuliers de voir quelle alerte de demande d'intervention humaine va être sortie si jamais ça sort des sentiers battus. Euh, donc, une étape très, très, très importante à ne pas négliger parce que sinon, ça se peut que les employés ne l'utilisent pas, votre automatisation. Et la dernière portion de formation, c'est sur la réaffectation des tâches. Si vous êtes capable, dans le fond, d'automatiser certaines portions du travail, ça veut dire que l'employé va être en mesure de faire autre chose, s'assurer qu'ils sont confortables dans cette tâche-là, qu'ils vont se sentir compétents, qu'ils vont sentir qu'ils vont avoir des beaux retours de performance à leur évaluation annuelle. Donc, de les rassurer aussi là, à ce niveau-là avec une formation. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça vient mettre beaucoup de, je l'ai dit tantôt, je réutilise la même expression, mais ça met beaucoup de lumière sur à quel point c'est beaucoup plus gros qu'on peut souvent s'imaginer. Puis là, comme j'ai nommé aussi, là, je parle d'automatisation, mais on pourrait parler de changement de méthode de travail parce qu'on implante un nouveau logiciel, on transforme. Imaginez le projet que vous avez présentement en chantier dans votre entreprise ou que vous aimeriez démarrer. Puis faites juste prendre un peu la mesure de ce que Stéphanie mentionnait en termes d'humain autour de tout ça. Puis posez-vous la question, dites-vous, oh mon Dieu, tu sais, j'y avais peut-être pas pensé là, à quel point les gens vont être impactés. Puis la dernière slide qu'on présente, ce qu'on veut que vous reteniez. Ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, c'est un peu vous sensibiliser à tous ces beaux changements-là. La technologie bouge vite. L'arrivée de l'intelligence artificielle, là, c'est maintenant que ça se passe. On a des projets d'intelligence artificielle qu'on implante, mais tout ça vient impacter, bousculer des méthodes de travail. Puis, généralement, avec un pas de recul, c'est tout le temps positif. C'est toujours beau, c'est toujours fantastique qu'on amène ces projets-là. Mais il faut penser à nous humains. On a mis 4 points. Un projet numérique a toujours des impacts sur les humains. La gestion du changement augmente le succès d'un projet. Ultimement, c'est ce qu'on veut. On veut que le projet soit adopté. L'équation du ROI doit toujours inclure l'humain. On doit figurer c'est quoi le retour sur investissement, humainement parlant. Les bonnes pratiques de la gestion du changement, c'est quelque chose qui est normé. Il y a des méthodologies derrière ça. On doit les appliquer. On doit l'appliquer de la bonne façon. En bon, on mentionnait la dernière phrase. C'est ce qu'on veut que vous reteniez ultimement. L'objectif, c'est pas la mise en ligne du projet. Mais l'objectif, c'est vraiment l'utilisation puis l'adoption de la nouvelle solution. Et c'est ce qui complète notre présentation. Cette dernière slide-là vous permet de scanner le code QR qui est là pour atterrir sur notre page qui parle un peu plus d'automatisation. Ensuite de ça, vous avez nos courriels qui sont là. On voit aussi à droite, là, on a un podcast qu'on fait sur une base assez régulière qui s'appelle Le Coin des experts. Donc, il y a plusieurs façons de rejoindre l'équipe de Casper. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Mais là, ça donne bien. On arrive dans une période de questions. Fait que si vous en avez, Catherine, je te laisse prendre le lead sur les questions. Merci beaucoup. Merci à vous trois, Éric, Joël, Stéphanie. C'était passionnant, hein. On vous présentait comme des passionnés et puis c'est ce que vous êtes. Alors, c'est maintenant votre tour que vous souhaitez approfondir un sujet abordé lors de la présentation ou poser une question sur un aspect spécifique de l'automatisation des processus. C'est le moment de le faire. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Alors, on a déjà des questions de prêtes qu'on a reçues déjà. Alors, j'ai une question ici qui dit, j'essaie de comprendre comment réellement les gens sont affectés avec l'automatisation. C'est pas clair pour moi. Pouvez-vous donner des exemples concrets? Éric, toi, tu sais, je vais juste remettre en perspective, là, mais Éric fait partie de ces projets-là ici chez Casper. Il y a les mains dedans. Il gère aussi l'équipe qui fait ces genres de choses-là. Il voit ces humains-là. J'aimerais que tu prennes la parole en partant, puis Stéphanie, tu vas comme pouvoir compléter. Moi, je me retire, je dis plus rien. Je vois plusieurs exemples. Mettons, au niveau des analystes financiers, dans le passé, on avait tendance à leur demander d'extraire les données, mettre ça dans Excel, cruncher le tout, puis produire des rapports
pour l'équipe de finances. Des fois, c'est un délai de 3 à 4 jours. Mais imaginez que maintenant, on automatise la partie d'extraction d'informations pour qu'après ça, l'analyste financier fasse de l'analyse et non de faire ce qu'on appelle en anglais du data gathering. Donc, l'analyste financier permet de faire plus de tâches d'analyse financière, amener des meilleures recommandations. Donc, on vient mettre de l'avant ses compétences d'analyste et non ses compétences en tant que telles d'extraire des données des différents rapports. Si je prends dans d'autres situations, Ah, on ben va attends un prendre... petit peu. Moi, Vas-y. mon fun à ce moment-ci, c'est de dire, Stéphanie, toi, tu vois ça comment? C'est l'analyse financière, là, du jour au lendemain, tu dis, hey, tu ne rends plus des données, là, on t'utilise pour ta capacité d'analyse. Comment ils peuvent vivre ça? Qu'est-ce que toi, tu vois qui pourrait être un red flag? Mais c'est sûr, on fait un changement d'un point de vue de son rôle. Donc, il faut s'assurer que lui aussi, il est à l'aise avec le changement de rôle. C'est pas quelque chose qui le stresse, il semble qu'il a des compétences pour faire tous ces nouvelles tâches, dans le fond, qui voit ça comme quelque chose de positif qui participe au succès de l'entreprise. Donc, c'est sûr que ça vient affecter là, l'humain. Merci. Éric, tu en allais continuer, là, mais je voulais juste que Ouais. Stéphanie nous donne son point de vue. J'ai un autre exemple qui est un peu similaire, mais toutes les tâches d'entrée de données ou de transfert d'informations d'un endroit à l'autre qui se font de manière manuelle. Des fois, on a des entreprises qui sont encore plus en mode papier. Donc, on a un individu qui va venir retaper l'information dans les différents systèmes parce que l'intégration n'est pas faite. Donc, l'automatisation du transfert d'informations va venir affecter cette personne-là qui, normalement, devait taper de l'information. Donc, cette personne-là, est souvent susceptible à penser que son travail ou son poste est sur, on va dire, des expressions, mais sur le siège éjectable, ce qui en réalité, c'est faux. Cette personne-là a une valeur à l'entreprise. Puis Stéphanie, tu peux avancer là-dessus, on en discutait l'autre fois, mais quelqu'un qui a de l'expérience d'entreprise vaut extrêmement cher, même si ça fait plus exactement les mêmes tâches qu'avant. Absolument. Tu sais, quand on met de l'automatisation dans le tâche d'entreprise, il y a aussi des gens qui, c'est parce qu'ils sont débordés, hein, puis ils en cherchent du temps, puis c'est enfin, je peux faire les tâches à valeur ajoutée, puis j'ai pu à tout taper manuellement, j'ai un accompagnement, tu sais, puis c'est fait de manière plus efficace, plus naturelle. Donc, c'est sûr que ça a un impact sur les individus. Ça dépend toujours du contexte et des individus. Merci. Merci beaucoup. J'ai ici une question qui dit, lorsque le projet est présenté à l'équipe de gestion, l'emphase est souvent mise davantage sur le nombre d'heures sauvées par rapport au coût de développement. C'est plus difficile de démontrer les impacts de ce que vous appelez les autres variables du ROI, mais souvent l'impact est plus important en prenant en considération ces autres variables. Comment faire pour mesurer les impacts autres que les heures, le nombre d'heures sauvées? Stéphanie, je Je, pense que vous- ouais, je vous laisse aller. ben, Je pense que ben, vous je, allez être capable de répondre facilement. ben, je peux en prendre une petite partie, par exemple, au niveau de la gestion des erreurs. Donc, si vous revenez dans votre historique passé, combien de fois vous avez eu des interactions, mettons, on va dire, sur une erreur de commande ou une erreur de facture, qu'on a dû revenir en arrière pour avoir différents éléments de discussion avec nos clients. Prenez le temps que ça prend, ou faites des moyennes, prenez le temps que ça prend. Donc, si on élimine ces erreurs-là, bon, on vient économiser ce temps-là. Par exemple, des fois, l'équipe de vente doit gérer une insatisfaction parce que les données sur la facture de la commande sont erronées, c'est pas le bon produit qui a été envoyé. Donc, tous ces éléments de tâches de travail qui sont ajoutés autour de la production, ben, c'est un élément d'ROI qu'on peut considérer. Donc, c'est quelque chose qu'on ne va pas nécessairement du premier coup, mais quand on commence à creuser à chacun des individus dans notre analyse d'impact, on va voir que quelqu'un aux ventes pourrait passer une demi-journée par semaine juste à gérer cette insatisfaction-là. Donc, on vient gagner, on va dire, 4 heures par semaine par équipe, par membre de l'équipe de vente, on ne gère plus les erreurs sur la facture, par exemple. Ouais. Comme on peut voir, il y a des méthodes pour le faire. Effectivement, la question est excellente, là. À la base, c'est juste de prendre le temps pour nous, là, de vous amener les pistes de, de- où regarder pour trouver l'information sur l'impact de l'employé qui sera plus heureux, à quel point il va être plus productif. Dur à dire à ce point-ci, mais on peut facilement considérer que ça aura un impact. Fait qu'il y a vraiment c'est vaste, puis grâce à la méthode là, qu'on peut appliquer, on va être capable de vous pointer dans la bonne direction. Pour les employés, ça peut aussi être un employé qui est pas mobilisé, les temps de vacances qui sont plus fréquents, les journées de pause.
les temps d'arrêt. Donc ça peut être aussi des choses qui sont calculées là, avec l'administration. Des fois, les entrées de temps, on peut faire des calculs, parler au RH, là, donc ça l'aide aussi à pouvoir le quantifier. Merci beaucoup. Donc, on va y aller avec une dernière question brièvement. Donc, ici, on a quel outil utilisez-vous pour lister, élaborer et suivre les activités de gestion du changement? En fait, on utilise les outils de l'entreprise. Donc, on s'intègre aux outils de gestion de projet. Euh, c'est sûr qu'on peut aller dans plein d'aspects ici, là, mais la gestion de projet va pouvoir intégrer les tâches là, dans le plan de projet. Puis le gestionnaire de changement va pouvoir apporter des précisions là, à chacune de ces tâches-là. C'est sûr qu'il y a plusieurs outils aussi, si on parle d'un point de vue de développement des compétences dans l'habilitation. Donc, il peut y avoir des outils aussi de gestion des compétences, de monitoring de quel employé est rendu à quel stade, est-ce qu'il utilise vraiment, qu'est-ce qu'on a mis en place. Donc, il y a différents outils. Là. Je ne sais pas à quel point c'était Oui, mais il y a pertinent ta aussi les outils question. qu'on a développés à l'interne pour aider avec la démystification. Nous, on s'est bâti certains Oui, oui. outils qu'on se sert, qu'on ajoute en plus nos propres outils, là, des outils de l'entreprise. Éric, je pense que je t'ai coupé, Ouais. excuse. Ben, c'est parce que j'allais dire, le point clé là, que Stéphanie elle a dit, c'est que la gestion de changement s'intègre dans le projet. Voyez ça comme des tâches attachées au projet qui se font en même temps que vous exécutez votre changement, vous exécutez votre nouveau système. Puis un peu comme dans le même ordre d'idée, il y a d'autres systèmes autour, par exemple ceux qui permettent de suivre les formations. Par exemple, vous auriez un programme de formation qui est relié au changement. Vous pouvez faire un parcours de changement. Puis après ça, vous voyez les gens évoluer dans le parcours. Vous êtes capable de mesurer est-ce que les gens font le travail, les formations nécessaires pour le temps où ce que je vais aller live avec mon système. Puis par-dessus ça, mais ce système de formation-là peut être utilisé après ça quand vous embarquez une nouvelle personne dans l'entreprise. Vous allez avoir des chemins d'apprentissage prévus pour ces éléments-là. Donc, plusieurs outils qui viennent de se mettre en place, mais le mot-clé, c'est que la gestion de L'intégration. changement est intégrée puis fait une partie prenante du projet avec ses propres tâches qui vont en parallèle. Mm. Merci beaucoup. Merci. C'est déjà la fin de ce webinaire, les amis. Merci beaucoup pour votre temps. Ça- Merci à vous de nous avoir donné cette belle tribune. C'est un plaisir. Donc, Joël, Stéphanie, Éric, merci d'avoir partagé vos connaissances et votre expertise avec nous aujourd'hui. Donc, et à vous aussi au bureau, à la maison, merci pour votre présence, vos nombreuses questions. On n'a pas pu malheureusement répondre à toutes les questions. Bon, mais c'est tout le temps qu'on avait malheureusement. Si vous souhaitez par contre poursuivre la discussion, je vous invite à communiquer avec l'équipe de Kesber. Donc, dans les prochains jours, vous recevrez un lien par courriel pour revoir ce webinaire en différé. Si vous avez trouvé cette présentation utile et informative aussi, n'hésitez pas à la partager avec vos collègues et votre réseau professionnel là, qui pourrait également bénéficier des informations qui ont été partagées aujourd'hui. Cette présentation va être disponible pour une période de 6 mois et vous recevrez également ceux qui étaient inscrits aujourd'hui, bon, les outils que Joël a mentionnés plus tôt. Donc, on vous invite avant de quitter, s'il vous reste un petit peu de temps, s'il vous plaît, à remplir le questionnaire de satisfaction. Donc, vous avez simplement là, à cliquer sur le bouton sondage à l'écran. Vos commentaires sont super précieux, vous le savez, ça nous aide à améliorer nos futurs événements puis à répondre à vos besoins. Donc, restez à l'affût des prochains webinaires à venir. Encore une fois, merci et bonne journée à tous.